20 octobre, j'ai une idée, comme ça, le mot rétrospective. La rétrospective est plutôt un mot utilisé pour parler d'une exposition d'œuvres, ce qu'on appelle une œuvre, alors qu'elle soit picturale ou pas. En tout cas, c'est une sorte de mise en place d'une somme, d'une la trajectoire d'une personne et d'une production, la production d'une personne. Évidemment, souvent, quand on parle d'œuvre, on a tendance, ce terme distingue ce travail du reste et lui fournit un élément de valorisation qui, pour moi, n'est pas justifié. Donc la rétrospective, elle est réservée à des gens sélectionnés, à une élite, à un nombre d'élus. Par exemple, on pourrait très bien faire une rétrospective du travail de quelqu'un qui, en fait, aurait progressé dans son travail. Comme on appelle celui qui, un coutelier, par exemple, qui aurait fini, ou quelqu'un qui fabrique du fer. N'oublions pas le rôle important que fut celui du forgeron dans les époques antérieures. C'était quelque part un peu un homme puissant. Aujourd'hui, c'est autre chose, mais à une époque, c'était un travail qui pouvait être très valorisant. Aujourd'hui, celui qui est valorisé, c'est celui qui trace des signes, qui mélange de couleurs ou qui prend des matériaux et les façonne ou les transforme à sa façon selon un peu sa folie, selon ses petites manies ou ses petites fixations. Simplement, par exemple, moi, à un moment donné, je suis dans les enchères, j'entends parler d'une époque où on vendait les bagages oubliés par les voyageurs. Pour moi, il s'agit plus, si j'avais été à cette époque-là, j'aurais acheté parce que, évidemment, attiré par du gain, par la découverte. Et peut-être la découverte de quelque chose de précieux, mais déjà, l'élément inconnu aurait été important pour moi. Mais à une époque, voilà. Donc, ce qu'a fait un travailleur très, très estimé, César pour dire son nom, César en a fait une accumulation. Voilà, et ça existe toujours, devant la gare, je ne sais pas quel endroit, quelle gare c'est, mais devant une gare, il y a une accumulation de valises. Lui, il les a utilisées de cette façon. Et c'est devenu, je ne sais pas combien il a vendu à la ville de Paris, ou à la SNCF, en tout cas, c'est considéré comme une œuvre. Quand on fait une accumulation de bagnoles, quand on écrase des bagnoles et qu'on en fasse qu'on en fait de la, comment dire, c'est vrai qu'il faut, là, ce qui est intéressant, c'est les bagnoles, c'est quelque chose de plus important. Parce qu'on vit dans la civilisation de la bagnole, il y a un certain nombre, il y a quelque chose qui ne va pas. Autant la valise n'a pas été transformée, justement. La valise est restée telle qu'elle. C'est une accumulation, et non pas une sorte de transformation, une sorte de, non pas mutation dans la réalisation, mais la valise est restée valise. Donc,
avec évidemment, j'imagine, son contenu intact, son contenu original intact. Mais c'est une hypothèse. Après la voiture, ce qui est en fait dans l'ordre de détruire une voiture de la meilleure manière qui existe encore maintenant, c'est de la réduire à une sorte de cube de métal et de verre et de plastique confondus. On ne va pas, par exemple, on parle d'économie circulaire, bien sûr, il y a un certain nombre de gens qui font de la récupération, mais dans l'ensemble, beaucoup de voitures vont dans leur presque intégrité, elles vont directement, peut-être qu'on enlève le moteur, possible, mais qu'on garde que l'habitacle, avec évidemment les roues et tout. Et cette matière-là n'est pas triée. Il n'y a pas, on ne trie pas le métal, on ne trie pas le plastique, on balance tout. Est-ce qu'on le fait encore maintenant? Je n'en sais rien. En tout cas, voilà quelqu'un qui détourne quelque chose, ou alors qui en fait fait ce travail pour un peu redonner de la visibilité, intéresser les gens à ce qui se passe. Il n'est pas enviable le sort d'une bagnole, une bagnole qui est servie, qui est bien servie, à qui peut-être qu'il faudrait réserver un autre sort que l'écraser, de la rendre comme ça, comme un steak haché, comme quelque chose qui n'a plus aucune relation avec ce qu'a été son passé ou son identité antérieure. Un steak haché, ça ne fait pas du tout penser à une vache, à un être vivant. C'est une matière première, c'est quelque chose qui acquiert un caractère ou une personnalité propre. C'est le steak haché. Ce n'est pas le steak haché issu de la vache laitière globalement. Non, c'est le steak haché, simplement. Et il devient lui-même, on peut l'individualiser, steak haché à 15%, 12% de gras, 20% de gras, et voilà, steak haché avec adjonction de matière végétale, steak haché 100% viande, voilà les éléments. Donc la rétrospective, celle que peut décider de mettre en place un être humain. Parce que sa vie est marquée par des étapes, par des réalisations. On peut pousser le vice un peu plus loin et parler de déréalisation. Je reviens sur ce concepteur qui a programmé son œuvre, enfin son travail, pour qu'il s'auto-détruise. On peut imaginer que on met en valeur la réalisation, pourquoi pas la déréalisation. Il faudrait, comme il y a ce prix un peu humoristique, un peu de dérision, accordé à des gens qui ont mal fait quelque chose. Ils se sont illustrés par leur maladresse ou par quelque chose qui l'antithèse de ce qui, par exemple, le Nobel ou autre chose en domaine, je ne sais pas, dans tous les domaines. Donc on peut décerner des anti-prix Nobel. La déréalisation, c'est comment prendre une matière au départ et finalement qui peut se prêter à tout un tas de transformations et bien finalement échouer à en faire quelque chose qui tient le coup, quelque chose de stable, quelque chose de substantiel. On la transforme en par exemple, je fais une opération, bon, c'est ma cuisine à moi, donc je n'en parle pas, mais en tout cas, par exemple, la rétrospective, j'ai envie d'y adjoindre un petit élément qui pourrait, lui, s'intégrer dans la prise de parole relative à la trajectoire. Rétrospective, trajectoire, bien entendu, c'est quelque chose de très concomitant, très
très semblable finalement. Mais la trajectoire de quelqu'un qui a fait de l'économie dans une université, qui finalement se retrouve à aller enseigner l'économie, à aller faire ses recherches ailleurs, très très loin, alors qu'il aurait pu très bien rester dans son université d'origine. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas été intégré. Il a fait un travail, il est d'origine étrangère, mais il a fait un travail, tout ce qui est de plus français, travaillant sur le chômage et dans le cadre de son spécialisation en microéconomie. Et donc, il n'a pas été intégré. Et l'école, j'en parle parce que tout à l'heure, à la radio, on parlait de quelqu'un qui a eu le Nobel d'économie. Et, et voilà, cet être est obligé de se déplacer loin parce que finalement, quelque chose, la chance ou les conditions, ou je ne sais pas, où il était mal vu de l'équipe, en place, j'en sais rien. En tout cas, il a trouvé un travail le plus loin possible, c'est-à-dire dans le Finistère. Imaginez-vous quelqu'un qui part du Midi pour aller dans le Finistère. C'est vraiment une sorte d'exil un peu particulier, un peu fort quand même. C'est pas un bagne, être à Brest, c'est pas être au bagne, mais c'est pas loin de l'être quand même. C'est un dépaysement, c'est un déplacement autant climatique que social, que peut-être un peu linguistique. Je ne sais pas si on parle breton, beaucoup breton à Brest, mais en tout cas, voilà, donc ça fait un éloignement en tout cas par rapport à l'origine, par rapport à l'endroit où il se passe des choses. Et le plus interpellant, le plus désolant dans cette affaire, c'est que cette personne, par exemple, elle était revenue pour participer à un colloque. Elle était logée dans une résidence étudiante qui se trouvait juste à côté de la faculté. La faculté où il faisait ses recherches. C'est vraiment un lieu géographique vraiment très concentré. C'est à côté, quelques mètres, et je suis dans mon laboratoire, dans mon bureau, où je suis en train d'enseigner. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Là, finalement, il était dans un bâtiment, par exemple, un bâtiment de cette résidence universitaire, et d'ailleurs qui porte le nom de la faculté, qui elle-même porte le nom de l'ancien, comment dire, la faculté de l'Arsenal, et l'endroit où, par référence à l'Arsenal qui était entreposé dans un ensemble religieux qui avait été transformé par la Révolution, un dépôt de munitions, d'où le mot arsenal, qui lui vient, je pense, de l'arabe, et après, bon, c'est comme ça, les choses voyagent, et les destinations des bâtiments aussi donc voyagent, tout se déplace, la langue, l'architecture, l'usage qu'on fait des bâtiments, et les gens aussi se déplacent. Donc lui, il était là, il était à côté, un jour, il est revenu pour participer dans un colloque. Il a été logé, non pas dans un hôtel, il a été logé à la résidence universitaire. Je ne sais pas pourquoi il a accepté d'être logé alors qu'il est professeur, il est normalement, pourquoi il n'a pas demandé l'hôtel. Est-ce qu'il y avait une nostalgie chez lui de revenir un peu dans quelque chose qui convient aux étudiants un peu difficilement, mais c'est petit, c'est pas vraiment. Ou alors on a changé, peut-être qu'on a modifié les chambres, qu'on a fait des petits, je vais dire loft, des petits studios miniatures, peut-être un peu mieux, un peu plus grand, un peu plus confortable qu'auparavant. Mais quand il était là, il était dans une chambre, donc 9 mètres carrés ou 12 mètres carrés, je ne sais plus combien. En tout cas, c'est assez petit, vraiment c'est assez serré, mais il fallait déjà la voir, la chambre. Aussi petite qu'elle soit, elle n'était pas accordée à tout le monde, il fallait postuler, etc. Et après, donc, le truc, c'est que à côté de l'université, en face de la cité universitaire, le bâtiment donne sur une partie donne sur le restaurant universitaire,
et une autre partie donne sur un lieu qui était un parking. Voilà, ce parking, j'imagine, voilà, qu'au début, il n'était pas un parking. Et les limites du parking, c'est comment on appelle cela? Non, pas la ceinture, mais c'est le mur de Toulouse, l'enceinte de Toulouse, l'enceinte médiévale. Il y a encore des éléments de cette enceinte qui entourait la ville. Et donc, vraiment, on est dans la ville historique, dans le centre historique de la ville. Donc, quand on a décidé de transformer le parking en école, d'en faire une école d'économie, je ne sais pas si c'est en rapport avec l'attribution à l'équipe d'économie de l'université de l'Arsenal du prix Nobel, sont en tout cas attribués à, je ne sais plus comment il s'appelle, un économiste parmi tous les autres, et il y en a un qui a été distingué. Et alors, je ne sais pas si cette personne que j'ai connue, si elle aurait pu faire partie de l'équipe qui a été anoblie. Je n'en sais rien. Qui a été mobilisée. J'en sais rien. En tout cas, je ne peux pas lui poser la question, on ne se parle plus. Alors donc finalement, c'était un drôle d'histoire, voilà, une trajectoire. Et donc voilà, on construit en face, sur le parking, qui était le parking de la cité universitaire, on a fini par construire parce que l'histoire de la construction a démarré en 2013, et puis elle a subi des arrêts assez nombreux. Et bien finalement, l'école est là, elle est sortie de terre. Peut-être qu'elle est déjà en activité cette année ou même l'année d'avant. En tout cas, il aurait pu passer des locaux d'université, peut-être des locaux qu'il partageait avec d'autres disciplines. Il se serait peut-être déplacé dans ce bâtiment consacré à l'économie et consacré au rayonnement des économistes, peut-être néolibéraux, j'en sais rien. En tout cas, je ne pense pas que ce soit des économistes très progressistes, mais en tout cas, voilà, c'est le courant économiste dominant à Toulouse. Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est pas l'école, c'est pas les élèves de l'école de Chicago, je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas des gens qui brillent par leur... ce n'est pas les économistes atterrés, ce n'est pas des économistes mécontents des systèmes, c'est peut-être plus des économistes qui s'adaptent au système. Est-ce que l'économétrie est une science exacte? Est-ce que la microéconomie est quelque chose de libéral par essence, ou est-ce qu'elle peut aussi être orientée vers d'autres courants de pensée, etc. Je n'en sais rien. En tout cas, voilà donc quelqu'un qui aurait pu avoir toute sa vie professionnelle, aurait pu la voir se dérouler dans un espace très très restreint, et qui finalement a été obligé de se déplacer et de regarder les choses de loin. Voilà, il voit, il entend parler du prix Nobel, il entend parler de la construction de l'école d'économie, il entend. Il est là, il ne peut rien faire. Lui, il est toujours économiste, il a ses propres recherches qu'il mène, et j'entends pas parler de lui, c'est pas illustré, c'est pas un nouveau Piketty, c'est pas quelqu'un qui est présent dans les masses médias, c'est quelqu'un qui fait les choses peut-être discrètement, peut-être avec d'autres économistes, et qui finalement ils font ça entre eux, voilà, à cause de publications quasi confidentielles. Voilà un peu la chose, comme on dit. Et donc, parmi la rétrospective que je pourrais avoir envie de faire, c'est de mettre quelque chose qui parle de cette personne. Ben, finalement, ma rétrospective, elle n'est pas la mienne. C'est une rétrospective. Et bien sûr, pourquoi je garde cette personne présente? Parce qu'elle fait partie des gens que j'ai rencontrés. Et des gens, j'en ai pas rencontré des milliers.
j'ai rencontré quelques dizaines de personnes. Si je devais faire la biographie, même courte, même très, je veux dire, écourtée, même très, ben, je ne pourrais pas faire. Alors, il faudrait que j'invente. Mais inventer, ça veut dire, en fait, finalement, c'est composer, c'est prendre un bout par ici, un bout par là, et puis faire essayer d'en faire une unité. Non, les gens que j'ai connus, ils sont différents, ils ont des parcours différents, des trajectoires différentes, ils méritent d'être présents dans ma rétrospective des rencontres. Et on voit quelqu'un comme ça utiliser un langage mathématique, un langage économique, euh, version mathématique, vraiment la chose qui fait peur à presque tout le monde. Les mathématiques financières, par exemple, c'est vraiment quelque chose de très ardu. Et voilà, on verrait une rétrospective dans laquelle, en fait, on pourrait faire, on fait des choses, on construit des choses, mais en réduction. On pourrait, il y a des vidéos aussi dans les rétrospectives, on peut mettre en scène des choses. Je pourrais, comme ça, euh, essayer de faire en sorte qu'une personne soit vivante. Donc cette personne que j'ai rencontrée, voilà comment je la vois, et voilà comment comment elle vit dans ma mémoire. Et j'aurais envie de faire une transposition de ce qui se passe dans ma mémoire. Pas les choses réelles, c'est comment moi je vois cette personne, comment je la visualise. Et c'est là qui est intéressant. C'est ce travail de la mémoire qui devient visible de tous. La chose qui est la plus difficile, parmi les plus difficiles que nous avons peut-être à maîtriser dans le futur, c'est comment en fait faire émerger des images des choses que nous voyons, mais que nous ne pouvons pas présenter, que nous ne pouvons pas décrire dans leur totalité. Il y a des choses qui ne sont pas très claires. Non pas comme une pellicule qui aurait vieilli, oui, c'est possible. Ou alors une image qui ne serait pas très nette. Dès l'origine, il y a des choses qui sont dès l'origine pas nettes. On pourrait les avoir choisies ainsi, mais à défaut, il y a un manque d'information. Et ce manque d'information, quelquefois, au manque d'information, on peut laisser un blanc. Moi, je me rappelle des journaux qui étaient marqués par la censure française, et là où le censeur avait biffé partie de l'article, il restait du blanc. Donc il n'y avait rien. Donc l'article était là, l'article en entier n'a pas été supprimé. Bon, on a supprimé des parties, donc il reste. On peut accepter, et donc c'était considéré quand même comme un article valant le coup d'être imprimé. Donc on pourrait dire même une visualisation d'une relation voilà, et, est quand même intéressante, même si elle lui manque des éléments, parce que le manque ou le vide ou les parties absentes sont signifiantes, là aussi, de quelque chose. Elles participent de sens général du produit, de la réalisation. Voilà, donc rétrospective, voilà les moments importants. On fait cela évidemment pour ce qui concerne le travail biographique. On met, voilà, on nous dit, là il y a une rencontre décisive, là il y a une lecture vraiment décisive, là il y a eu un voyage, là il y a eu un engagement, là il y a eu un événement historique, là il y a eu les choses. Quelque part, les stations de vie sont, disons, c'est intéressant là aussi qu'ils aient un rapport avec la grande histoire, que la petite histoire, c'est-à-dire l'histoire personnelle, puisse là aussi être illustrée ou puisse être amplifiée par l'histoire globale, quelqu'un qui aurait participé à un mouvement
un mouvement intellectuel ou un mouvement politique, quelqu'un qui aurait vécu pendant un moment important de l'histoire, la Deuxième Guerre mondiale, les changements à la fin des années 60, tout cela, les bouleversements qu'il y a eu, évidemment, ça lui fait, ça lui donne un plus que les autres n'ont pas. Je ne sais pas, quelqu'un qui serait arrivé, on ne va pas dire qu'il aurait vraiment participé s'il avait été présent à l'époque, mais quelqu'un qui serait arrivé à l'université un an après mai 68 par exemple, où il est possible d'imaginer que des lycéens ont pu participer au mai 68, aux événements, ou à la mobilisation, mais en tout cas, donc à l'université c'était plus évident. Bon, en tout cas voilà, un an de différence. C'est une chose qui aura été possible, un an. Voilà, souvent les choses sont fonction de très petits éléments. Souvent je rencontre quelqu'un et en fait je le rencontre, j'aurais pu l'intéresser, mais en fait j'arrive après une rencontre précédente dans laquelle il s'est totalement retrouvé. Donc il n'a plus besoin. La place qu'il recherchait, enfin la place bah, elle est prise. Donc je peux plus. Moi je ferai, je pourrais pas. Je deviens un peu, je deviens un élément en trop. Voilà donc les éléments. Dans une rétrospective, qu'est-ce qu'il faut mettre? Qu'est-ce qu'il faut ne pas mettre? Il y a des éléments qui sont mineurs même pour l'individu qui les a vécus, mais ils sont importants. Ils sont importants parce qu'ils sont quand même, évidemment, ils ont, c'est en fait finalement il y a des éléments qui a priori comme ça, a priori première lecture, ils sont légers, peu impactants, mais finalement quand ils s'associent entre eux, si par exemple je prends une brimade, quelqu'un qui m'apporte un coup, bon, un coup, ça va, quoique je dirais pas un coup parce qu'un coup, quelquefois, un coup peut être suffisant pour vous mettre à terre. Donc, c'est pas une bonne image. Mais par exemple, quelqu'un, je parle je parle du dédain. Une fille que j'avais rencontrée, elle a semblé manifester du dédain vis-à-vis de moi. Parce qu'elle avait une certaine dose de beauté. Je ne suis pas vraiment, j'ai pas marqué un intérêt, c'est uniquement, elle a gardé une distance que j'avais considérée comme trop grande. Et finalement, je me suis intéressé à cette personne, mais finalement, au comportement de cette personne, mais finalement, dans l'ensemble, cette personne, alors j'ai commencé tout au long de ma vie, et finalement, l'idée que je ne pouvais pas prétendre aux personnes, avoir accès aux personnes les plus belles, le plus désirable parce que finalement, mais j'ai continué à réagir à cela en disant que tant qu'à faire, par exemple, ça se retrouve dans le discours sans fin. C'est quelque chose qui s'est produit dans un contexte particulier. Ces gens-là, c'était pas un moment très important dans l'ensemble. C'était même je les ai rencontrés parce que j'ai échoué à faire partie d'un mouvement important qui aurait pu changer ma vie. Mais finalement, j'ai hérité de ça. Ce qui m'est resté, c'est quelque part un lot de consolation, mais vraiment peu important. Vraiment ridicule. Mais voilà, à l'intérieur de ce lot
Voilà. Ah oui, je me rappelle. Donc voilà, les gens donc, de ce groupe, je leur avais offert, parce que j'avais vu ça quelque part. Je suis allé dans un magasin qui était un peu exopotamien, exotique, machin. J'ai acheté des petits trucs, pas cher, mais manière, ce nouvel an. Et j'ai trouvé un de mes cadeaux, ou deux, directement dans la poubelle, le soir même. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a détruit. Voilà une destruction. Un élément, ces éléments de destruction et finalement d'une personne, voilà, on les voit. Alors comment je peux illustrer cet élément de mésestime de soi qui travaille de façon continue? C'est un petit élément. L'élément que j'avais acheté, son prix c'était pas quelque chose à 1 franc, c'était un petit truc marrant. On peut le prendre, le poser dans un coin, et après le donner à quelqu'un, ou après le remettre dans une quelque part, le remiser quelque part, et finalement finir par s'en débarrasser. Mais pas s'en débarrasser dans l'instant même. Ce qui est déjà porter atteinte au concept même, au sens même du cadeau. Le cadeau, il est censé montrer que on tient compte de la personne. Alors le message, mon message à moi, j'aurais mieux fait de ne pas rien offrir. Voilà. Et simplement, au moment où je parle, quelqu'un est en train de passer une sorte d'examen. Quelqu'un qui fait de la danse intemporelle. Donc là, avec pour thème cette année, ça continue Gaïa, donc le rapport à la terre-mère, la terre machin, tout ça. Le concept de Gaïa, qui a été inventé par je ne sais plus qui, c'est mentionné dans la présentation du spectacle. Et si cette personne à laquelle j'ai emprunté beaucoup le mot proposition dans mes propos, parce qu'elle présentait son travail comme ça. Alors évidemment, cette personne, je ne sais pas, c'est uniquement une sorte de défi ou de résolution que j'ai prise comme ça, sans qu'elle en ait été informée. Un jour, parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'assez marquant, donc j'ai disparu. Donc je reviens, et la personne me dit, ne disparaît pas encore pendant 5 ans. Et je me suis dit, dans ma tête, tu prends combien comment on dit tu paries combien que je vais le faire, que je peux le faire. Mais là, depuis 2012, j'ai disparu. Donc j'ai dépassé les 5 ans et la personne n'a toujours pas réagi. Donc c'est quelque chose. Ah, j'aurais pu être présent à cette soirée. Manière d'ajouter du monde au monde qui peut être présent. Ça fait toujours bien d'avoir du public. Surtout pour elle, cette personne qui n'a jamais beaucoup de public. Mais moi, je ne suis pas n'importe quel public parce que je la connais depuis longtemps. Et donc, je connais un peu certaines étapes de sa vie. Et ça peut être important. Alors, quand je l'ai quittée, elle avait les cheveux qui avaient blanchi. Depuis 7 ans, moi aussi, mes cheveux ont blanchi. Et des transformations physiques. Je serais curieux là aussi de savoir comment elle est devenue cette personne. Et elle est toujours en vie, elle est toujours capable de se mettre debout et d'improviser. Et elle continue sa trajectoire. Elle continue ce pourquoi ce à quoi elle s'est destinée. Quoi. Donc finalement, elle aussi, elle a dû faire une rencontre. Et puis cette rencontre a donné naissance voilà, à cette orientation qui quelquefois ne convainc pas les gens. Moi j'ai des problèmes énormes à convaincre les gens de l'intérêt de ma démarche, mais cette personne aussi a du mal à convaincre les gens que son travail a sa place dans
un peu dans l'éventail des créations diverses qu'on a à notre disposition. Un travail comme ça qui n'est pas classique, qui évolue à l'instant même où il se produit, qui naît d'une impulsion, qui naît d'un propos, qui naît d'une ambiance et qui évolue. Le problème avec ce travail, c'est qu'il a tendance à un peu, je ne sais pas si le corps, voilà par exemple pour ce qui est des mots, pour ce qui est du langage et pour ce qui est de la mémoire, les possibilités qu'offre le langage, même réduites, elles sont assez larges. Et on peut, et donc, tandis que le corps, lui, il a, c'est peut-être le problème qu'on retrouve quand on veut quand on veut traduire les concepts, etc., en langue des signes. Le corps, lui, il finit par un peu par adopter une sorte de façon de faire. Et il semble qu'il se reproduit, qu'il joue la même partition tout le temps. Et il y a cette air de familiarité avec le spectacle d'avant et le spectacle de ce moment. Et c'est cette air de familiarité qui pose problème. Comme on peut retrouver dans mes propos la même voix, mais la voix qui peut changer aussi, mais après, on peut retrouver un air de famille et surtout, quelquefois, je peux avoir dit quelque chose et oublier que je l'ai dit, ce qui fait que là, il peut y avoir le risque de la répétition. C'est la répétition, elle signifie quoi? Par exemple, quand on peut faire une rétrospective en se concentrant sur un seul élément, reproduit à l'infini. L'usine en elle-même est un lieu étonnant. Une usine automatisée, une usine parce qu'aujourd'hui, la plupart des tâches sont automatisées. Mais autrement, on pourrait s'intéresser aussi à l'usine d'avant. Mais en général, quand on imagine le travail de conception qu'il y a en amont, le fait de faire un peu, d'organiser le travail dans ces diverses étapes. Il y a un travail qui peut sembler assez complexe finalement et d'aboutir à la fin à un résultat qui, quand on fabrique une boîte de conserve, ben finalement, si on doit mesurer le placement de l'étiquette, on verrait que l'étiquette, elle est toujours placée, peut-être pas parfaitement, mais placée au même endroit. Il y a une certaine perfection dans le geste. Et on peut donc interroger même le concept de la reproductibilité. Quand on reproduit des choses, soit de façon mécanique, soit de façon, j'allais dire, manuelle, à ce moment-là, le manuel, obligatoirement, le manuel, il va se distinguer. Mais en tout cas, l'élément répétitif lui-même, répéter, comme on disait à une certaine époque, répéter les choses jusqu'à ce qu'elles s'imprègnent dans la personne, jusqu'à ce qu'elles pénètrent un peu la structure de la personne. On devient une partie intégrante, comme on forme quelqu'un, on conditionne quelqu'un. Mais quelquefois, le conditionnement, il se fait de façon plus facile et plus rapide que penser. Quand on a lu à une époque où l'esprit était ouvert, vraiment très ouvert à tout, quand on a lu une histoire, bien sûr on l'a lu peut-être plusieurs fois, si l'histoire est bien écrite, si elle a des éléments de suspense et des choses comme ça, si elle est intéressante, si elle a une évolution
comment dire, attirante pour un enfant. Il y a un élément, il y a une progression. S'il y a une progression sympathique dans laquelle il faut courir derrière, derrière les mots, derrière les phrases, ben c'est intéressant. Alors, je n'en sais rien, j'arrive pas à me placer. Il y avait une histoire dans laquelle il y avait un géant qui mettait un enfant, qui prenait un enfant, qui le mettait dans sa poche. Évidemment, la poche du géant, c'est une grande poche, pas. Et l'enfant, normalement, je pense que l'enfant se perdait dans la poche, mais dans la poche, il y a des bonbons. Alors, si on dit qu'un enfant et les bonbons, ça fait ensemble, alors quelque part, un géant, ça fait peur. Un géant, c'est vraiment quelque chose qui impressionne. Alors, par exemple, quand le géant se saisit de l'enfant, il est possible qu'il lui cause du mal. Donc vraiment, c'est une histoire qui m'est restée, mais je ne sais pas quoi faire. Et finalement, une fois, par exemple, je suis dans la poche du géant, qu'est-ce que je peux faire? Je suis peut-être prisonnier, il y a des bonbons, d'accord. Mais est-ce que je pourrais avoir envie de rester tout le temps? Est-ce que quelque part j'aurais pas envie de sortir et que peut-être que j'en aurais marre des bonbons, etc., etc. Moi, je suis bloqué dans cette histoire. Mais je m'en souviens de cette histoire. Et après, il y a d'autres histoires où j'étais pas bloqué, mais je me souviens pas. Donc finalement, et donc le marquage s'est fait très vite. Quand cette histoire qui m'a marqué, là, celle-là, je m'en souviens, c'est un père et son enfant qui vont voler du raisin. Je pense que c'est du raisin. Et donc, le père demande à l'enfant de regarder, de surveiller, pour le cas où le propriétaire viendrait, ou une autre personne, mais en tout cas, pour éviter qu'il soit découvert. Donc l'enfant, je ne sais pas comment ça se passe, comment l'histoire est articulée. En tout cas, l'enfant, à un moment, va interpeller le père en lui disant « Mais Dieu nous voit ». Voilà, c'est tellement fort que cette histoire, je ne peux pas m'en débarrasser. Dieu nous voit. Voilà. Si quelque part tu peux te cacher du regard des hommes, bah tu ne peux pas éviter celui de Dieu. Et Dieu, et quelque part, il voit que tu es en train de pécher. Il voit que tu es en train de voler. Alors tu risques d'être puni par Dieu, d'échapper à la loi des hommes, mais pas à celle de Dieu. Voilà l'histoire. Donc le conditionnement, il n'a pas besoin de beaucoup de répétition. Voilà donc la répétition, comment on peut le faire. Alors cette personne qui, dans la répétition, comme ça, apparente, et il me pose problème, comme il pose problème à d'autres gens. Mais comme sa démarche est allée loin, elle est le résultat d'un nombre d'années d'exercice, alors je ne peux pas l'interpeller, je ne peux rien lui dire. Comme finalement, moi, mon ennemi, c'est la répétition, malgré tout. Donc j'essaie d'éviter. Évidemment, je peux prendre n'importe quelle proposition et je retombe dans la répétition. La rétrospective, bien entendu, c'est un mot assez familier parce que je l'entends sur France Culture assez régulièrement. Rétrospective d'un tel ou d'une telle, peu importe. Mais moi, j'ai envie de me faire une rétrospective, tiens, pour moi. Dans cette idée du musée à soi, qui est un musée fondamentalement qui ne peut pas être visité par personne d'autre. Le musée un peu imaginaire, le musée pas seulement imaginaire, mais le musée réel et effectif, mais qui est à l'intérieur de nous-mêmes, ce musée, nous arrivons quelquefois à
un peu à le faire approcher à certaines personnes. D'ailleurs, c'est assez marrant, puisque finalement, dans notre musée physique, effectif, là aussi, mais physique, quand nous voulons montrer un document qui a été pour nous un document fondateur, bah, si on commence à en montrer, bah, finalement, dès qu'on montre un document, ça va, deux documents, ça va plus. Mais même le premier document, il peut être regardé avec beaucoup de désintérêt manifeste. Tiens, c'est quoi? C'est un joli, il va me sortir ses albums, il va sortir ses cahiers de colle. Ah, quelle corvée ça va être. Voilà donc cette personne dont j'ai parlé, ce danseur intemporel, m'avait fait, la dernière fois que j'étais chez lui, ou l'avant-dernière, je ne sais plus, il avait sorti un peu ses photos de la visite de Norvège jusqu'au pôle Nord. Et on avait fait beaucoup. À une époque, on faisait encore des photos et que ce n'était pas que du numérique. Mais comme beaucoup de gens réagissent de façon défavorable à ce type de socialisation, ben, j'ai décidé de m'impliquer. Pour moi, c'est la moindre des choses, que de s'impliquer dans quelque chose que l'autre vous propose. Vous l'acceptez parce que vous participez à comment dire, à vivre un moment ensemble. Et peu importe que vous soyez très intéressé ou moyennement intéressé, c'est le moment qui compte. Et cette envie qu'a l'autre de vous faire partager quelque chose qu'il a éprouvé. Ce n'est pas grave s'il l'a déjà fait avec quelqu'un d'autre. Il le refait pour vous. Est-ce qu'un film, est-ce que quelque chose, parce qu'elle se répète, elle perd? Est-ce qu'elle perd comme ça sa valeur parce qu'elle va se répéter? Non. J'accepte ce type de répétition avec beaucoup avec bonheur même. Et finalement, la chose, quand vous avez une personne, un élément fondateur, a fait de lui ce qu'il est. Si vous le fréquentez, c'est en partie grâce à cet élément fondateur. Alors vous pouvez très bien dire que sa compagnie ne vous apporte rien, ou pas grand-chose. Alors c'est une personne qui se situe sur la périphérie de votre repère de sociabilité, ou repère relationnel. Il se situe un peu sur la marche, donc il ne compte pas. Mais en général, on ne peut pas utiliser ce type de raisonnement ou ce type de positionnement parce que finalement, on n'en a pas une quantité de gens à disposition, quantité infinie. On a quelques personnes et il faut se saisir de la moindre des ouvertures pour renforcer la relation, pour s'impliquer dans la relation. Voici donc rétrospective. La rétrospective, j'y mettrai, je ne sais pas. Par exemple, je me rappelle de cette... Bien sûr, je suis dans un peu le cours de ma vie. J'ai rencontré des gens qui étaient dans ce qu'on appelle l'art. Alors, il y avait une personne qui avait passé son diplôme avec une œuvre, une réalisation basée peut-être sur ses souvenirs de vacances, ses séjours à la mer. Donc, il y avait du bois, des bouts de bois, le bois flotté. Voilà, donc quelque part, moi, depuis ça m'est resté, ça ne m'a pas quitté, cette idée de créer un monde avec des éléments épars et de les réunir et après d'en justifier la réunion, de leur faire acquérir un sens. Et donc, je me rappelle, là aussi, je pourrais sortir l'enveloppe que m'avait envoyé, la lettre que m'avait envoyée une personne que j'ai connue brièvement, qui m'avait envoyé du sable d'une plage.
Ça vient peut-être d'une plage corse, je n'en sais rien. Mais ce sable, il est toujours dans son enveloppe et je le conserve précieusement. Voilà les éléments. Quel est un élément? Bien sûr, comme on pourrait dire, quel est le bon geste que vous pouvez revendiquer pour prétendre au salut. Alors on pourrait dire, on ne peut pas citer tous les... Si on est dans un peu l'obligation de choisir, il faut choisir. Il faut choisir des éléments. Et après, il faut les habiller, il faut les investir avec le langage. Il faut expliquer en quoi ils sont importants. Parce qu'autrement, ils seraient insignifiants. C'est des éléments qui sont peut-être bons pour être jetés, pour être considérés comme des déchets. Un déchet. La chose qui passe le statut d'un objet à celui de déchet. C'est déchoir. Voilà la chose qui déchoit. Bon, il y a des choses qui ne peuvent pas déchoir. Mais le seul problème, c'est ma mémoire. C'est le rapport que je peux avoir moi-même avec des objets. J'ai ouvert une boîte dans laquelle j'ai entassé des objets. Et comme je n'ai pas fait de discours, comme je n'ai pas donné sens à ces objets au moment où cela était présent dans mon esprit, bah finalement, j'observe ces objets et je n'arrive plus à identifier, à savoir pourquoi je les ai mêlés à d'autres objets qui restent peut-être, eux, identifiables pour moi. J'ai mis là un élément, et je ne sais plus pourquoi. Cet élément est là. Alors je veux le jeter, pas jeter, parce que pour moi, ça avait une signification. Et bien la signification, elle s'est perdue. Donc, d'où l'intérêt, évidemment, de marquer. Marquer pourquoi. Pourquoi, mais bon, ça on ne le fait pas, on attend, on se dit. Donc la prise de parole, c'est ce qui permet là aussi de marquer le temps, son temps. On sait qu'on va se transformer, non seulement les objets qu'on a accumulés, on va plus savoir à quoi ils réfèrent, mais nous-mêmes, l'idée qu'on va se faire de nous-mêmes, elle va continuer d'évoluer, on risque de ne plus nous reconnaître dans une partie de notre vie, pendant en ce moment où j'ai encore la capacité d'accéder à une partie de mon vécu, à la partie qui reste dans mes mémoires. Après, il y a énormément de choses, je les ai oubliées de façon totale. Comme je peux avoir oublié que j'ai embrassé une personne, que j'ai aimé une personne, que je passe devant chez elle et il ne se passe plus rien, il ne s'est jamais rien passé. Je peux situer l'endroit, mais aucune nostalgie, aucun regret, aucun pincement au cœur, rien. C'est un néant comme tous les néants, comme si pourtant j'ai passé un temps avec cette personne et on a fait ce que font deux personnes ensemble et on a communiqué. C'est vrai que cette personne avait un sourire particulier, un mouvement des lèvres particulier et qu'elle avait un regard particulier. Mais je n'ai pas réussi à entrer en phase avec son regard. C'est comme ça, c'est la loterie, un peu aléatoire. C'est vraiment l'aléatoire et un regard qui n'a rien d'extraordinaire, un regard. Des lèvres qui peuvent être charnues ou assez menues. Mais c'est parce qu'on les tord d'une certaine façon. Une moue, simplement. Cette moue, elle est pas produite suite à une réflexion. Non, elle est une moue qui arrive comme ça. Une personne qui fait un peu la gueule. Bon, qui a une moue un peu dépitée. Ben, c'est cette moue que j'aime. Bah, figurez-vous que c'est comme ça. Je peux aimer quelque chose qui n'a rien d'aimable finalement. Ben, une autre personne qui est rayonnante quelque part. Ben, je ne rentre pas en communion avec. Voilà, donc c'est ça, donc la rétrospective,
qui est un peu particulière dans ce travail de mise en place, d'installation des éléments importants, saillants de sa vie. Voilà, donc je m'attaque à l'idée de la rétrospective avant qu'elle devienne, avant qu'elle pâlisse. La chose, c'est que on a comme ça l'émergence de quelque chose en tête. Ça vient, par exemple, à 9 heures du matin, et après, à 10 heures, c'est déjà moins porteur. À 11 heures, midi, si on la note, la chose, c'est la condamner à rester prisonnière du papier sur lequel on l'a noté. C'est parler au moment où la chose se met en surbrillance. Quand elle apparaît, quand elle se matérialise devant vous, voilà, à ce moment-là, il faut la saisir, il faut, voilà, donc quelque chose de frais, et voilà, et beaucoup plus inspirante, beaucoup plus fournie en éléments de parole. Voilà, donc je ne sais pas où j'en suis, je commence à sortir du propos. Simplement, je suis déjà à 1 heure et en fait, j'ai l'impression d'avoir rien dit. C'est comme ça. Il arrive qu'on dise, mais que ça ne soit pas très, très concluant. C'est vrai que l'idée que je me fais de la rétrospective, c'est cette rétrospective que j'ai visitée à un moment donné, il y a longtemps, à l'école des Beaux-Arts, quelqu'un qui était un ancien élève des Beaux-Arts et qui y passait. Donc il y avait des éléments. Alors, je n'en sais rien, moi qui fais histoire de l'art, pour moi, j'en ai étudié un peu de tout, mais fondamentalement, à une certaine époque, on n'utilisait pas de la peinture industrielle. On utilisait de la peinture à l'huile ou autre chose. Mais ça devait, un peu comme pour les vêtements portés par les riches et par les moins riches, les riches pouvaient avoir des vêtements qui restaient dans leur aspect premier, parce qu'ils bénéficiaient de teintures, de traitements assez poussés, coûteux, tandis que les pauvres finissaient par voir leurs vêtements pâlir parce qu'ils étaient teints avec des teintures de moindre qualité. Voilà un peu, on peut imaginer que les peintres qui peignaient utilisaient des matériaux qui devaient coûter un certain assez. Et puis finalement, aujourd'hui, on a des gens qui peuvent continuer d'utiliser des produits coûteux, mais des gens qui ont recours à ce qu'il y a sur le marché. Donc de la peinture faite pour habiller un mur. Et donc le temps de vie n'est pas le même. Et puis peut-être le résultat aussi n'est pas le même. Puis là, je sais pas, et prendre un pinceau de peintre, prendre comme ça quelque chose et à large plage. Voilà, c'est cela. Donc après, il faut expliquer la démarche, le sens de la démarche. Quand on voit aujourd'hui, on entend parler de ça, que les États-Unis ont encouragé l'émergence de la peinture abstraite pour un peu concourir sur le même pied d'égalité que l'Europe, qui elle avait une tradition et ils ne pouvaient pas rivaliser. Donc ils avaient intérêt à promouvoir la peinture abstraite pour pouvoir avoir eux aussi leur mot à dire. Voilà, je ne développe pas parce que je n'ai pas beaucoup d'éléments. Mais en tout cas, la peinture, comme ça,
évidemment, je peux prendre n'importe quoi et dire que ça, c'est un chef-d'œuvre. Et que ça, c'est l'œuvre d'une création. Il suffit que je mette une chose et que je l'associe à une autre chose. Et puis, ça dépend de moi. Je lui donne un nom, je l'identifie. Pour moi, peut-être que ce ne sera que pour moi. Mais si je suis capable de convaincre d'autres, je pourrais vraiment la faire adopter par un grand nombre de gens. Donc finalement, je fais des sortes de un peu j'allais dire, souvent les traits, c'est un trait large et c'est un trait qui commence et qui finit un peu, on voit on voit les, euh, on voit l'empreinte du pinceau. Ça se termine au moment où le pinceau avait vidé sa charge en peinture. Et alors, la trace des poils du pinceau. Quelque part, une large plage bien chargée en éléments chimiques, et après, le reste, ça finit par disparaître, par manque de matière, ou parce que le geste lui-même, il ne peut pas aller plus loin. Et donc, mais le geste, voilà, il y a tout un discours, il y a tout un développement qu'on peut faire sur le geste, sur le sens qu'on peut donner à un geste. Quand il s'agit de la parole, évidemment, il y a plusieurs sens qu'on peut donner aux mots, et puis il y a plusieurs sens. Et les gestes, la gestualité, c'est aussi riche, quelquefois, c'est très riche. C'est pas aussi riche que la parole, mais on peut vraiment s'accorder sur cela. Le geste. Alors un geste, il est signifiant quand il accompagne aussi la parole. Mais on peut gestualiser, et vraiment simplement en gestualisant. Et donc le geste, le trait de peinture, il est aussi l'expression, la matérialisation d'un geste. Un geste nerveux, un geste précipité, un geste de colère, un geste d'exaspération, un geste de désintérêt. Je fais ça presque mécaniquement. Donc j'ai vu cette rétrospective avec plein d'éléments qui n'avaient pas la même dimension et qui n'avaient pas la même prétention, les mêmes prétentions. Donc, mais on devait, dans une rétrospective, un peu donner une vue de tout. Je ne sais pas, le carnet, le carnet de croquis de quelqu'un, on peut aussi y choisir des éléments, pas seulement le tableau, mais comme à une époque on pouvait choisir, par exemple, je ne sais pas, de mettre la sculpture, l'ébauche, qui va donner naissance à la grande sculpture, à la sculpture en taille réelle ou plus, on pouvait mettre un peu le modèle réduit, qui était peut-être l'élément initial avant de passer, qu'il fallait d'abord passer par, voilà, ça c'est le modèle réduit, le premier, la première mouture, la première réalisation avant de passer. Donc, après, le problème, c'est toujours, donc on choisit, donc croquis, cahier un peu, ça peut être quelque chose qui peut inclure des dessins, des mots, toutes sortes de choses plus ou moins bien abouties. C'est vraiment un cahier de délassement quelque part, un cahier de libre. On peut tout faire. Tout faire. Et souvent, voilà, dans le cadre de la peinture, il n'y a pas de limite. On n'est pas un créateur de vêtements.
où il faut quand même matérialiser quelque chose. Dans le domaine de la peinture ou dans le domaine du dessin, on peut faire n'importe quoi, un geste, et simplement, et après il faut mettre le geste en mots. Un geste, une ligne. Une ligne, le monde est un ensemble de lignes. Mais le monde est aussi une ligne. Le destin est une ligne. Le temps est une ligne. Et cette ligne, elle peut se modifier, elle peut être descendante, ascendante, elle peut se casser, elle peut se briser. Mais au départ, c'est une ligne. Et on peut passer à ce moment-là, au niveau des lignes, la ligne de l'horizon, quand on la voit, c'est pas une vraie ligne. C'est une illusion. Quelque part, il y a une ligne. Alors, c'est pas une ligne droite, c'est une ligne en demi-cercle. Et voilà, l'horizon. Et bien entendu, le soleil n'est pas rond. N'est pas rond mais il est rond parce que c'est comme ça qu'il se laisse voir. La Terre n'est pas ronde. La Terre est peut-être pas ronde. Elle est bosselée. Voilà, la Terre c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qui pourrait être rond? Elle ne peut pas être ronde, la Terre. C'est pas possible. Et c'est pas un ballon. Elle est entourée d'une atmosphère, mais cette atmosphère on peut la représenter sous forme arrondie. Mais cette atmosphère, elle entoure la totalité, mais peut-être qu'elle n'est pas dans l'arrondi qu'on représente de façon... la Terre n'est pas un planisphère, n'est pas une chose ronde comme ça, un ballon non, c'est plus. Donc la ligne, le travail sur la ligne, là, une ligne simple, la base de tout, d'abord c'est la ligne, après on peut ajouter des éléments, on peut... un tapis, c'est d'abord une ligne, c'est d'abord une première ligne. Une réalisation, c'est d'abord un élément simple avant de passer à une accumulation, à une adjonction d'éléments, à une complication, à des entremêlements, à des interactions entre les éléments. Voilà, donc la peinture peut être comme un signe simplement, le signe, le mot de Dieu. Et ben, fondamentalement, quand on marque le nom de Dieu, ben, spécialement, ça, bon, en français, ça a majuscule, dans d'autres langues, il n'y a pas de majuscule, donc on ne fait rien, il n'y a pas de lettre de majesté, mais après, mais finalement par lui-même, il ne fait pas miracle. Le nom, on peut l'écrire des milliers de fois sans qu'il ne se passe rien. On n'est pas pénétré par la puissance de Dieu. On ne reçoit pas une certitude de l'existence de Dieu. Le nom ne fait pas l'être obligatoirement, mais par contre, c'est un passage obligé quand même. Il faut à un moment donné représenter l'être. Même si, quelque part, cet être, on le représente sous forme de signe et pas plus. On ne peut pas aller plus loin. Et on ne peut pas aller plus loin parce que fondamentalement, quelque part, il y a un problème de représentation. Parce que l'idée qu'on se fait de Dieu, comme l'idée qu'on se fait de la terre, bah on s'en fera toujours une idée approximale, jamais une idée. Donc finalement, décider que Dieu ne peut pas être représenté est le compromis le plus logique. Chacun peut se représenter Dieu dans son intérieur, mais il ne doit pas emprisonner Dieu dans une représentation. Dieu n'a pas de barbe, Dieu n'a pas de barbe ni noire, ni blanche, ni longue, ni courte, ni bien taillée, ni mal taillée. Dieu n'a pas de visage. Dieu n'a pas de voix. Dieu, il n'a rien d'humain, justement. C'est Dieu, il ne peut pas ressembler à un humain. Il est une chose qu'on ne peut identifier par rien que nous avons. Par aucun mot, par aucun... Et donc finalement, même le nom de Dieu n'est qu'une sorte de quelque chose, une sorte
non pas de compromis, je reprends le mot compromis, mais une sorte d'arrangement. Puisque finalement, et on dit, voilà, ça c'est ce non. Après, voilà donc la chose qui est intéressante. Dans la rétrospective, de cette personne à laquelle j'ai fait référence, il n'y avait pas grand monde, donc ça je l'avais déjà dit, donc c'est une exposition désertée, et j'imagine que l'important, ce n'est pas l'accueil ou la bonne réception du public, c'est plus ce que la personne, c'est l'existence même de la chose qui est en même temps une sorte de, comment dire, la chose qui aurait pu ne pas exister. Elle a existé. Le fait même qu'elle ait existé, qu'elle ait mobilisé un lieu, des personnes, l'exposition était quand même gardée par quelqu'un, donc elle a reçu quelques visiteurs. Donc à un moment donné, euh, quelque part, moi je ne fais pas partie de ceux qui ont fait l'histoire, mais je l'ai quand même vécu cette histoire. Je l'ai traversée moi aussi. Ça me donne, je ne sais pas, ça me donne le droit d'en parler. Je suis aussi un témoin à mon échelle, mais c'est l'histoire des petites gens, et comme c'est l'histoire des petits créateurs, des créateurs qui ne vont pas s'illustrer par la dimension, je veux dire, euh, la dimension explosive ou la dimension hyper créative de leur chose. Les gens qui font quelque chose et qui ont un message à faire passer, qui ont un témoignage à donner, à fournir. Voilà un témoignage sur le sens. Tous, nous sommes partie prenante dans ce travail de témoignage. Nous devons témoigner de ce que nous avons rencontré, accumulé, compris, assimilé, pas assimilé, ou même désassimilé, les choses que nous avons et que nous perdons, et que nous sommes obligés de laisser partir. Euh, Fondamentalement, rien ne résiste. Peinture qu'elle soit faite avec des matériaux de qualité ou pas, ça ne résiste pas au temps. Après quelques siècles, ça craquelle, ça se commence à se déstructurer. Il faut la reprendre. Il faut apporter une sorte de traitement, de traitement à ce travail. Il faut le consolider, ce travail. Et donc il y a là une sorte on prolonge la vie de quelque chose et on ne la laisse pas mourir. On la soigne, on lui prodigue les soins qui vont la faire durer encore un certain temps, quitte quelquefois à abolir le temps, à redonner, même à se tromper, quitte à défigurer l'œuvre originale dans certains cas, quitte à ce que on soit un peu trop dans, dans la remise en état, et que quelque part il y ait une sorte de dégradation, une sorte du travail original. Finalement, toutes les choses euh, obéissent à un impératif. Euh, L'impératif économique, l'impératif de survie, l'impératif de se sentir existant, de se sentir participant, l'envie de trouver sa place parmi les autres, l'envie de communiquer quelque chose à autrui, l'envie de
de faire passer un message. Quelquefois, nous avons du mal à dire certaines choses. Alors on, on les dit en utilisant des subterfuges, en ayant recours à des modes d'expression alternatifs. Voilà donc la rétrospective. Évidemment, tous mes mots, déjà dans ce musée des mots que j'ai fait, c'est ma rétrospective. C'est l'état de mon rapport à la langue, de mon rapport aux mots, de mon rapport à la vie, de mon rapport à moi-même, de mon rapport à toi, à tous, mon rapport à la mémoire, à l'histoire, à l'enracinement, au déracinement, toutes ces choses-là, toute cette foule de choses. Et mon rapport au moment, au siècle dans lequel je suis et les choses que j'arrive à comprendre, les choses que j'arrive à saisir, les choses que j'arrive à interpréter ou pas. Voilà, donc c'est finalement tout cela. C'était plus prendre la parole. Prendre la parole, bien sûr la rétrospective n'est qu'une sorte euh, de c'est un prétexte pour les titres ne sont que des prétextes pour prendre la parole. Après, on essaie quand même de rester un peu pas trop loin, de pas trop s'éloigner du thème choisi, de l'illustrer aussi bien que possible, même si évidemment le résultat peut donner une impression contraire, mais rétrospective. Donc c'est par rapport au temps passé, par rapport à ce que nous avons réalisé et les choses que nous n'avons pas réalisées. Il faut, par exemple, pour ce qui est de la peinture, là encore je reviens au dessin, il peut y avoir des choses qui ont été des ébauches, mais qui n'ont pas donné naissance à quelque chose de terminé, de fini, d'achevé. Et, et pour ce qui est un être humain qui ne fait pas dans la peinture ou dans le dessin, lui, par exemple, il pourrait très bien aussi, dans sa rétrospective, il y a les choses auxquelles on a pensé, mais qui sont restées uniquement dans cette catégorie-là, des pensées, des projets, des rêves, des envies, des ambitions, des choses qui sont restées inachevées. Il peut y avoir une galerie comme ça de cette chose-là est un inachevé. Voilà l'inachevé. Comment traduire l'inachevé qui par définition est finalement un inachevé immatériel? Comment le matérialiser? La chose qui avait été envisagée mais qui a disparu, qui n'a pas été continuée et qui n'a peut-être laissé qu'un fugace sentiment de perte. Ou cette chose-là, elle m'a été familière à un moment donné, mais ce sentiment de familiarité, ben, depuis je l'ai perdu, je l'ai égaré, je l'ai laissé partir. Comme quand on a été familier de quelqu'un et qu'avec le temps, ben, on se sent beaucoup moins familier avec. Cette personne, bon, je la vois, c'est vrai, je pense, j'ai encore de la mémoire, donc je peux la situer dans le temps passé, mais dans le temps présent, je ne sais pas. Quel statut je peux lui donner, je ne sais pas. Ce que je peux avoir, ce que je peux faire avec elle. Voilà donc l'inachevé. Alors j'ai fini quand même par aboutir à ce concept de l'inachevé immatériel à matérialiser. On peut arriver comme ça à des choses. N'oublions jamais que tout ce que nous pouvons dire, ce ne sont que des emprunts. Alors évidemment, tout dépend de notre capacité à faire, à utiliser ces emprunts, et à les intégrer à ce que nous pouvons dire, comment j'intègre bien ce que j'ai pris ici et là, que je n'ai pas volé, mais qui s'est retrouvé en moi sans que je l'ai demandé. Je suis passé par là. Simplement, je passais par là et j'ai entendu un propos. Simplement, je passais par là et j'ai vu quelque chose. Simplement, je passais par là et il m'est arrivé une chose. Je ne l'ai pas fait exprès. Ça m'est arrivé. Je l'ai entendu, cette chose. Et depuis, quelquefois, ça me revient.
à la mémoire. Ça me revient en mémoire. Et donc, bah, ça me revient sur la langue et j'en fais état. Je peux pas. Je peux pas dire attention, je hiérarchise, attention, risque de niveau 5 d'emprunt, risque de niveau 10 d'emprunt. Ici, c'est réellement de l'emprunt. Là, c'est pas évident. C'est de l'emprunt, mais très transformé, etc., etc. L'école de la vie fait que nous irritons dans tout un tas de savoir, de métier, savoir vivre, savoir raconter, savoir parler, les choses qui nous ont été transmises. Mais nous n'avons pas qu'un seul transmetteur. Nous en avons une quantité infinie. Alors des transmetteurs encore vivants, pas vivants, conscients, pas conscients, bénévoles ou rétribués, peu importe. Des tas de transmetteurs de toutes sortes. Et voilà. Et nous continuons. C'est ça. J'ai reçu, je transmets. Moi aussi, si j'ai les moyens de transmettre, je transmets. Alors peut-être que je transmets en ayant un peu transformé les choses. Bien sûr, il y avait peut-être que j'ai introduit un nouvel ordre, à tout le moins ce qui peut faire penser à cela. Un nouvel ordre au mot et au récit. J'ai introduit des variabilités dans le récit. Avant, ça se disait. C'était habituellement présenté comme ça, et puis aujourd'hui, on le présente comme ça. J'entre dans un long tunnel. Le tunnel est sombre. Et plus j'avance, plus le tunnel s'assombrit. Je suis seul dans ce tunnel. Il n'y a que le bruit de mes pas qui m'accompagne. J'avance. Je ne peux pas reculer pour dire que le tunnel se ferme ou m'empêche de revenir en arrière. Je suis forcé d'avancer. Tunnel sombre, bien entendu, c'est le côté sombre qui me fait voir plein de choses. C'est paradoxal, mais c'est dans l'obscurité qu'on imagine le monde plus habité qu'il ne l'est. L'obscurité, quand je voyais quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Et je la prenais pour ce qu'elle n'était pas. Et ça me causait une peur terrible. Cette chose-là pouvait être une bête sauvage qui va sûrement me sauter à la figure, ou un bandit qui attend pour me dépouiller et peut-être après me mettre à mort, ou me blesser grièvement. Et pourtant, en pleine lumière, cette chose-là, je passe à côté sans lui prêter attention. C'est juste un buisson, simplement. Un pauvre buisson qui vit sa vie de buisson, qui ne demande rien à personne. Et qui ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir continuer de vivre. La vie d'un buisson, c'est relatif. Alors voilà, donc je suis ça me rappelle ce sentiment. Dans le tunnel, je commence à voir des choses, à apercevoir des mouvements, à imaginer toute une foule de gens sur un tunnel. Et plus j'avance, plus je sens de présence. Il y a là des gens qui me rient à la figure. Il y a des gens qui me font des grimaces.
il y a là une vieille femme édentée qui me sourit de toute la largeur de sa bouche. C'est comme si elle s'apprêtait à m'engloutir. Son gosier profond. Et puis je le regarde, puis il s'élargit. Ça y est, je vais être enfourné en gosier d'une vieille femme. Mes peurs les plus irréalistes commencent à surgir. Devant moi apparaissent des trous. Sûrement des trous dissymétriques. Si je fais un pas, je tombe dans un trou. Mais j'ai peur de tomber dans un trou encore plus profond qu'un autre. Il y a des trous qui mènent en enfer, il y a des trous qui mènent peut-être dans un pays plus accueillant. Si je pose le pied et que je chute dans le trou, le mauvais trou, je dois chuter. Je ne peux pas éviter les trous. Je décide de faire une hâte. Peut-être que si je fais semblant de ne plus être là, si je ne fais plus de mouvement, si je ne bouge pas, si je ne respire même plus, peut-être que le tunnel disparaîtrait. Peut-être qu'il disparaîtrait, simplement, comme il est venu, comment il s'est matérialisé. Je reviendrai à ma vie d'avant, où je ne fais affaire, où je n'ai affaire qu'à des choses prévisibles. Là, je suis en grand danger. Je peux crier, je peux implorer, je peux même chanter. Faux! Je suis sûr que cela ne dérangera personne. Il n'y a personne. Pourtant, il y a plein de monde. Comment cela se fait-il? Ce tunnel, c'est mon tunnel. A priori, je suis à l'enfer déjà. Et je traverse mon épreuve, mon enfer personnel. Bien entendu. Chacun a sa peine à la hauteur de ce qu'il n'a pas fait. Parce qu'on a fait pas grand-chose à côté de ce qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait. Tu payes pour ce que tu n'as pas fait. Pour ce que tu as évité. Pour ce que tu as négligé. Tu payes pour ça. Le tunnel. Et dire que je vais passer là toute mon éternité. Heureusement que j'ai perdu la notion du temps. Je sais pas. Peut-être que la seconde dure un millénaire. Peut-être que la journée dure, en vérité, dure un milliard d'années. Tout est inversé. Plus rien, aucun repère ne tient dans ce tunnel. Voici comment on peut faire évoluer quelque chose. J'avais une idée
tout à l'heure de quelque chose, j'ai oublié ce que c'était. C'était une micro-histoire pour faire plaisir à ceux qui m'auraient écouté jusqu'à ce moment, et pour montrer la possibilité qu'ont les mots, contrairement à d'autres moyens d'expression. Les mots peuvent permettre, à un moment donné, de s'échapper à la règle qu'on a établie, au rythme qu'on a pris. On peut casser le rythme en partant dans tout à fait autre chose. Des ruptures comme ça qui sont inattendues. Mais le tunnel, ça aurait pu être un trou, c'est pour ça à un moment donné j'ai remis le trou dans le tunnel. Et le trou et le tunnel, c'est pour moi un de mes lieux de frayeur les plus importants. Évidemment, je ne parle pas de tunnel qu'on observe, le tunnel blanc, je ne sais pas quoi, avant, quand on fait une expérience de mort imminente, de mort, je ne sais pas quoi, c'est pas ça. Et donc après j'ai expliqué pourquoi j'ai choisi un tunnel sombre. Évidemment, tout ce qui est finalement tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'a pas de forme peut se prêter à tous les arrangements, à toutes les créations possibles. Quand on parle du vide, le vide suppose l'existence de rien. Le néant, c'est rien. Tandis que le sombre peut-être justement habité et très habité. Il n'a pas de limite. Il est immatériel tout en étant très matérialisable. Et c'est donc évidemment le tunnel simplement rien n'a, tout est signifiant, tout est peut-être là aussi on peut coupler ça, tout, pas grand chose n'a de sens finalement. Car il faut donner un sens. Si on trouve des sens à des figures, à des éléments de langage, à des images, etc., ben finalement, là c'est un sens précis, ça renvoie à ceci, ça peut renvoyer à cela, mais dans l'ensemble, quel est le sens global finalement? Il y a un sens, d'accord, tout ce que je dis a un sens, ça obéit à un processus, mais si on comprend, si on m'explique tout, m'explique la plupart des origines de mes propos et des relations que je fais entre les propos et de ces arrangements. Et alors, mais après, une fois que j'ai acquis comment dire, la lucidité, j'ai compris comment ça fonctionne, mais après, c'est ce qui me dépasse à moi, c'est ce qui fait le monde, c'est ce qui fait la matière, c'est ce qui fait la vie. Le sens, c'est quoi? En dehors de mon intériorité à moi, de ma psyché à moi, ou de mon psychisme à moi, et de mes particularités à moi, et après, le reste. Qu'est-ce qui coiffe tout cela? Et souvent, donc, le destin des choses. Simplement, dans ce rapport qui est intéressant des psychanalystes à l'argent, on peut ajouter que finalement, parce qu'il y a une contradiction, il y a une contradiction dans le soin, par exemple l'activité de soin, on soigne, on continue d'être disponible, et en même temps, on veut qu'il y ait toujours des gens qui ont besoin d'être soignés. On veut que les gens continuent toujours d'être malades. Sans maladie, sans affection, sans problème, il n'y aurait pas besoin de soignants. Donc finalement,
je dépends, moi aussi, de l'existence et la continuation de, de la, de l'affection. Je suis obligé je vis de cela. Je vis un peu des difficultés que peuvent rencontrer les gens. Et donc le problème, pour moi, il ne s'agit pas de soigner les gens intérieurement, il s'agit juste de les maintenir en capacité comment dire, trouver un équilibre entre mes propres besoins à moi, qui sont les besoins de me nourrir, de me faire payer, mais en même temps, je dois produire un résultat où, bon, finalement, si je perds un client, ce n'est pas grave puisque la société m'en fournira d'autres. Finalement, je sais encore peut-être que les infections psychiques sont plus difficiles à soigner que les physiques, que finalement pour les spécialistes de cette catégorie-là, ils ne risquent pas de manquer de clients. Je ne sais pas, j'ai pas réussi à... Finalement, ce couple un peu fusionnel du malade et du soignant, mais donc la chose qui consiste à toujours donner un sens, finalement, elle montre ses limites. Moi, mes limites, c'est sans que je suis lié aux mots que je dis. Et finalement, je ne fais que prendre un fragment par-ci, par-là, de ma vie, de ce que j'ai pensé, imaginé, rencontré, tout cela. Et je prends des fragments et après j'en fais quelque chose de un peu... et je fais fusionner ces fragments. Le plus intéressant pour moi aurait été de m'éloigner le plus possible de mes propres références et d'être dans une situation la plus inédite possible. Et c'est là où je pourrais envisager une troisième galerie, un troisième lieu pour la rétrospective ouverte à cette chose, non pas la chose que j'aurais pu être, mais les moments où j'ai pu être autre chose que moi-même. Où j'ai pu dire des choses qui n'ont rien à voir avec moi, avec ma structure psychique et avec mon passé à moi. Et là où j'ai pu, finalement, et ça risque d'être encore plus moins illustré que la galerie réservée aux choses inachevées. Parce que fondamentalement, on fait des sorties hors de soi, mais elles sont rares. Elles sont rares, elles sont brèves, elles sont vraiment très... Ce qui est rare est précieux, mais quelquefois, nous pouvons le faire sans nous rendre compte. Ce qui, d'ailleurs, revenir sur le thème, un des thèmes fondamentaux de la psychanalyse, c'est l'identification. Ce qui nous intéresse chez l'autre, c'est les moyens, sa transversalité, c'est la rencontre. Ce qui arrive à quelqu'un, ça nous intéresse à partir du moment où nous y retrouvons quelque chose de nous-mêmes, ou alors, ça peut être un peu par inversion, nous maintenons, grâce à la distance qu'il y a entre nous et un autre, nous maintenons intacte l'idée que nous faisons de nous-mêmes. Nous renforçons notre propre identité en l'opposant à une autre identité. Donc ça peut aller par finalement pure identification ou totale opposition ou désidentification. En tout cas, donc le couple rencontre ou opposition
ça nous convient, ça nous arrange. Mais quelque chose qui est réellement différent, ça, je tiens à le signaler quand même par rapport à des œuvres de science-fiction qui m'ont marqué. Et là, on parle beaucoup des mots imaginaires. Moi, je m'en fiche du mot imaginaire. Pour moi, c'est l'imagination. Et cette capacité qu'ont eu certaines personnes, je tiens à rendre hommage à un David Brin, par exemple, peut-être aussi à des gens plus... C'est vrai que quelque part, quand on nous explique un peu les tenants et les aboutissants, quelquefois ça fait... ça déçoit un peu. Voilà, de retrouver qu'un homme qui était doué, ben, finalement il est porteur d'une idéologie un peu moins intéressante, un peu moins, j'allais dire, lumineuse, hein, quelque part. Quelqu'un qui veut défendre un peu une certaine forme de société très... On peut ne pas être d'accord, mais on ne s'en rend pas compte quand on lit. Mais il y a des gens qui sont capables de dépasser cela malgré tout, et c'est comme ça que je l'ai vécu en lisant ces personnes. Et c'est vrai, c'est vrai. Et d'où quelque part l'idée qui déborde simplement. Quelqu'un qui avait parlé d'une éponge de mer qui vivait, je ne sais pas où, à une certaine profondeur, donc évidemment température particulière, et on avait conclu qu'elle avait plus de 10 000 ans d'âge, et la personne avait cru bon d'ajouter que ça doit être assez ennuyeux de vivre un peu toujours au même endroit et de passer tout ce temps dans ces conditions. Le temps est quelque chose d'assez, j'allais dire, subjectif, et la perception du temps. Et c'est cela qu'avait fait, par exemple, David Brin et d'autres, c'est de jeter la lumière sur cette perception du temps. Et le temps peut être bref, peut être très rapide, ça n'empêche pas la vie d'une bactérie. J'imagine que ça se passe quelquefois en très peu d'heures. La bactérie naît, meurt, se reproduit, tout. Et fondamentalement, elle peut même, ça n'empêche pas, qu'on puisse la comparer à une durée de vie d'un mammifère, par exemple, n'importe. C'est comment est perçu le temps. Le temps, 20 heures, par exemple, pour une bactérie, c'est un âge très respectable. C'est peut-être 60 ans pour nous, 80 ans. Donc, la limite d'âge. La limite d'âge. Et après cela, la bactérie risque d'être un peu handicapée. Donc, 20 heures, c'est bon. Elle meurt au bout de cette période, c'est bon, elle a tout fait, elle a tout connu. Elle a vécu sa vie de bactérie dans toutes les possibilités qu'elle pouvait attendre, qu'elle pouvait espérer. Voilà, finalement, donc, la capacité de... Et donc, déjà l'idée qu'on se puisse un peu penser, non pas seulement aux éléments qui sont très visibles, parce qu'ils sont dotés d'une certaine forme, mais les éléments qu'on ne voit pas. Ou les éléments que nous voyons aussi dans une certaine rigidité. Rigidité telle que nous pourrions penser qu'ils sont un peu... qu'ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas, ou alors ils vivent au ralenti. Et c'est l'idée du ralenti qui ne convient pas. Un arbre ne vit pas au ralenti, mais ralenti par rapport à quoi? Et donc, toujours, nous ne pouvons pas être le référent ou la référence ultime. Nous ne pouvons pas constituer une centralité à partir de laquelle, bien sûr, c'est comme ça que nous faisons, que nous allons faire. Mais de là à en être, je vais dire, à revendiquer cela, à se limiter à cela, donc la science spéculative a permis cela,
a permis d'ouvrir un peu les perspectives. Et là, je parlais de sortir de soi. Il y a là des éléments de sortie de soi qui sont intéressants et qui sont probants. Et ces éléments-là, dont je m'inspire dans mes paroles, ça fait partie de moi. Je ne peux pas dire les choses, je ne peux pas en parler, parce que je les ai intégrés de telle façon que je ne peux pas les raconter, en faire un récit impossible, mais ça me suffit. C'est bon, c'est ce qui m'intéresse. C'est de m'imprégner de la chose au point de ne constituer qu'un avec elle, de ne plus pouvoir la séparer de moi-même. Et ça se retrouve dans mes paroles. C'est cela, simplement. Et donc j'arrive à la fin de ce propos, après en avoir un peu exploré toutes les possibilités. Donc c'était dans l'idée de la rétrospective, un peu exploratoire. Voilà comment on peut parler. Et ça a pris du temps et ça a illustré un moment de, de mon temps, de ma temporalité. C'est cela qui est c'est cela. Ouais. C'est cela. Si vous êtes intéressé par mes propos, vous avez une boîte aux lettres ben446@free.fr, ben446@free.fr. Autrement, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer un commentaire, tout ce que vous voulez. Donc finalement, voilà un peu ce travail. Là, je fais en parallèle, par exemple, à la performance de cette personne que j'ai connue. Donc moi aussi, donc j'ai fait quelque chose pendant que lui faisait sa démonstration devant les autres. Moi aussi, j'ai fait la mienne. J'ai quelque part, ça m'enlève un petit sentiment de culpabilité peut-être, mais ou de lâcheté parce que j'ai pas été me confronter à lui. Bon, donc finalement, mon temps, il a été rempli par cela. Et après, fondamentalement, donc, on espère toujours déclencher quelque chose, un intérêt pour les mots, un intérêt pour la personne qui les interprète à un moment donné, et aussi pour le petit caractère singulier qu'il ajoute à cela. Modestement, je contribue à la vie des mots, simplement. Je participe de ce mouvement. Après, on peut considérer que ma participation est mineure ou pas. C'est pas un problème. C'est comme on dit, l'important.